on va essayer de voir ensemble le cours des cancers du sein pour le module de gynécologie. Surtout le volet diagnostic, qui est le plus important pour vous, parce que le traitement, c'est pluridisciplinaire et ça passe par une réunion de concertation pluridisciplinaire. Et c'est pas l'apanage d'un médecin généraliste pour traiter un cancer du sein, mais vous devez quand même avoir des idées générales sur les principes de prise en charge. Bon, l'objectif de ce cours, c'est-à-dire à la fin de ce cours, j'espère que chacun d'entre vous pourra évoquer le diagnostic de cancer du sein, quand c'est le cas, compléter le bilan d'extension complet pour constituer un dossier éligible à être présenté au RCP. Donc on va voir ensemble le plan du cours. Voilà, on va commencer par une petite introduction épidémiologie. Ensuite, les données cliniques, les examens complémentaires essentiels à demander. Ensuite, on va voir le volet anapath qui est très important pour ce cours. Ensuite, une fois le diagnostic posé, on sera obligé de faire un bilan d'extension. Ensuite, on va voir ensemble les différents diagnostics différentiels et les principes de traitement et de surveillance de cette pathologie. Et enfin, on va conclure par un pronostic des différents stades de la maladie. Le cancer du sein, c'est l'ensemble des tumeurs primitives. C'est très important de dire primitives, parce qu'il y a des situations où on peut être confronté à des tumeurs secondaires, des métastases au niveau du sein. Donc le cancer du sein, c'est une tumeur primitive de la glande mammaire. C'est un problème de santé publique au niveau mondial. C'est le premier cancer chez la femme et le deuxième cancer, les deux sexes confondus, après le cancer du poumon. La grande majorité des cancers sont traités par une chirurgie. La chirurgie est le seul traitement curateur de la plupart des tumeurs solides. Parce qu'il y a des tumeurs hématologiques qui ne sont pas des tumeurs solides, qui peuvent être traitées par chimiothérapie et guéries par chimiothérapie. Ce n'est pas le cas des cancers du sein. Il y a une nouvelle classe de traitements qui est différente des traitements classiques qui sont des chimiothérapies cytotoxiques. C'est des thérapies ciblées qui ont amélioré considérablement le pronostic de certaines formes des cancers du sein. Parce qu'il y a des formes qui sont éligibles au traitement par des thérapies ciblées, il y a des formes qui ne le sont pas. Bon, l'épidémiologie, c'est le schéma qui est établi par l'organisme affilié à l'OMS pour la recherche sur le cancer sur les différents cancers. C'est le CIRC, le Centre international de cancer du sein, du cancer plutôt, qui est établi à Lyon, en France. Comme j'ai dit, ce centre établi est chargé par l'OMS de surveiller la surveillance épidémiologique de l'incidence des différents cancers au niveau mondial. Voilà, il établit une carte mondiale avec une carte détaillée pour chaque pays sur les différentes incidences des différents cancers. Voilà, au niveau mondial, le cancer du sein est le plus fréquent en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. En Australie, c'est les pays développés beaucoup plus, qui sont sujets à des incidences très élevées. Cette différence est due à un fait principal, parce qu'il y a un diagnostic à temps dans ces régions, il y a un dépistage actif. Donc la plupart des patientes, si je ne dis pas toutes, qui ont un cancer, sont diagnostiquées. Ce n'est pas le cas des pays sous-développés. L'Afrique, voilà, la courbe elle est pratiquement blanche, il n'y a pas vraiment d'incidence importante. C'est dû au manque de dépistage, donc il y a un sous-diagnostic. Pas une différence d'incidence, mais un sous-diagnostic. Mais les chiffres sont là. Donc, les pays les plus développés sont les pays qui enregistrent des chiffres les plus élevés de cancer du sein. Voilà. Pour notre pays, l'Algérie, selon le Global comme toujours. C'est difficile de voir Voilà, le cancer du sein, c'est le premier cancer en Algérie chez la femme
avec une incidence qui avoisine le dernier, c'est pas le Global Council, le registre des tumeurs d'Alger, de l'INSP, Institut national de santé publique d'Alger, qui est validé par l'OMS. Une incidence qui avoisine les 84,2 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Voilà. Dans le monde, comme je le dis, les deux sexes confondus, le premier cancer c'est le poumon, le deuxième c'est le sang. C'est les deux cancers qui partagent 50% plutôt 25% des incidences de cancer mondial. Voilà. Dans le monde, voilà, le cancer du sein occupe à peu près les 2 tiers des cancers féminins, avec 40,7% de tous les cancers féminins. Plutôt c'est en Algérie, mais dans le monde c'est à peu près 25%. Ça, c'est en Algérie, c'est dans le monde. Ici c'est en Algérie. La case en rose, c'est la case qui représente le cancer du sein. On remarque que dans le monde, le pourcentage des cancers du sein, c'est à peu près 24%. Mais en Algérie, ça dépasse les 40%, suivi par le cancer colorectal. Voilà. C'est les statistiques au niveau mondial. Plutôt c'est en Algérie, la population globale c'est 42 millions. Le nombre de nouveaux cas de cancer c'est 53 000 à peu près. Les décès qui sont dus au cancer c'est 29 000 décès par an. Voilà. Le premier cancer c'est le cancer du sein. Le second c'est le colorectal. L'incidence standardisée selon l'âge, c'est le cancer du sein représente 55,6%. Voilà. Dans le monde, c'est le premier cancer chez la femme, comme je viens de le dire. Passons à l'épidémiologie analytique, qui est l'étude des facteurs de risque et des stratégies de prévention. Qu'est-ce qui vous fait rire, madame? Les facteurs de risque sont divisés en 2 sous-groupes. Les facteurs endogènes, qui sont dits non modifiables, et les facteurs de risque modifiables, facteurs environnementaux. Les facteurs non modifiables, c'est des facteurs dus à l'hyperostrogénie, c'est des facteurs hormonaux beaucoup plus, qui sont dus à l'hyperostrogénie prolongée chez les femmes, qui sont essentiellement représentés par la ménarchie précoce, la ménopause tardive, c'est-à-dire une longue vie génitale, la nulliparité. La nulliparité, c'est secondaire à l'absence de la contrebalance progestéronique présente durant la grossesse. Durant la grossesse, il y a une hyperprogestéronémie, il y a une baisse de l'œstrogène. C'est ça. Donc, chez les femmes nullipares, il n'y a pas cette contrebalance. L'âge tardif de la première grossesse et également l'absence d'allaitement. Les facteurs endogènes sont également représentés par les facteurs héréditaires qui sont responsables d'environ 10% des cancers du sein. Ces facteurs sont représentés essentiellement par les antécédents personnels de cancer du sein, de l'ovaire, de l'endomètre ou un cancer du colorectal, antécédents familiaux de premier degré ou deuxième degré de cancer du sein, la présence de lésions précancéreuses, l'hyperplasie atypique canalaire ou lobulaire et les papillomes intracanalaires multiples. C'est les principales lésions précancéreuses qui peuvent dégénérer en cancer du sein. Les facteurs environnementaux ou modifiables sont représentés essentiellement par l'obésité. Pourquoi l'obésité est un facteur de risque de cancer du sein?
transformation des lipides en hormones. Très bien. Par la transformation périphérique des androgènes en oestrogènes par les enzymes qui s'appellent les aromatases. C'est l'aromatisation des androgènes en oestrogènes. C'est la principale source d'œstrogènes chez les femmes ménopausées. L'absence d'activité physique, le stress, l'intoxication alcoolo-tabagique, c'est démontré que c'est un facteur de risque de cancer du sein. Le traitement hormonal substitutif de la ménopause, parce qu'on durant la ménopause, les différentes complications physiopathologiques sont secondaires à l'effondrement de l'œstrogène. Autrefois, on administrait de l'œstrogène chez les femmes ménopausées pour lutter contre ces signes physiologiques, je dirais. Et ça a augmenté l'incidence du cancer du sein. Mais actuellement, ce traitement est abandonné. L'autre facteur environnemental, c'est l'irradiation thoracique antérieure. C'est le cas des patients suivis pour maladie d'Hodgkin, par exemple. Et le niveau socio-économique élevé. Là, je ne dirais pas que c'est un facteur de risque en lui-même pour le cancer du sein. Mais statistiquement, cette catégorie sociale est statistiquement, elles ont beaucoup plus de cancer du sein par rapport à la population générale. Pourquoi? C'est le même raisonnement qui m'a donné à les pays développés et les pays sous-développés. Voilà, c'est des patientes qui arrivent à faire le diagnostic à temps. Donc, ce n'est pas un facteur de risque indépendant en soi-même, mais c'est dû au fait des moyens diagnostiques, à la disponibilité des moyens diagnostiques et des moyens financiers surtout. On voit les très importants qui est la prévention, qui est divisée en plusieurs chapitres, prévention primaire, secondaire, tertiaire et même quaternaire. Vous n'avez pas encore fait le module d'épidémio. D'accord. La prévention primaire, qui s'adresse à la population en général, sont signes cliniques. C'est-à-dire, on ne parle pas de prévention primaire chez des patientes qui déjà ont une lésion mammaire. On va dire qu'on va faire le dépistage pour prévention. C'est faux. La prévention primaire, ça arrive avant l'apparition de tout signe clinique. C'est la lutte contre les différents facteurs de risque modifiables, environnementaux, par la lutte contre l'obésité, par un régime alimentaire équilibré, activité physique régulière, l'encouragement de l'allaitement maternel, la lutte contre le stress, c'est très important, et surtout lutter contre l'intoxication alcoolo-tabagique. Et il faut également adopter un régime alimentaire sain. Oui. Bien sûr, on vient de le voir. C'est le troisième. C'est démontré. Parce que le stress, c'est toute une science à part. Parce que les modifications physiologiques et biologiques qu'engendre au niveau du corps humain sont extraordinaires. Si une personne, par exemple, une personne hyper stressée, fait un bilan surrénalien, elle va se retrouver avec une hypercortisolémie. Tout à fait logique. C'est tout un monde à part. Mais c'est démontré que c'est associé chez les personnes qui ont un stress mesuré par des méthodes scientifiques, c'est-à-dire des études bien codifiées, qui ont montré que le stress est associé à un facteur de risque élevé par rapport de cancer du sein par rapport à des patients non stressés. Voilà. La prévention secondaire s'adresse à une population bien ciblée. Pas la population générale. C'est la population qui est âgée, qui se retrouve à des tranches d'âge avec l'incidence la plus élevée de cancer du sein. C'est entre 45 et 74 ans. Dans les pays maghrébins, il y a une particularité que chez l'augmentation de l'incidence du cancer du sein survient à partir de l'âge de 35 à 40 ans.
Donc la cible, la tranche d'âge qui est ciblée par le dépistage est un peu plus élargie. Donc on peut commencer le dépistage à partir de 35 à 40 ans. Parce qu'on voit de plus en plus de cancer du sein chez les femmes très jeunes. Les moyens de dépistage du cancer du sein, c'est les mammographies bilatérales en double incidence, face et oblique externe, et qui doit être obligatoirement interprétée en double avec double interprétation. C'est un examen qui est répété en cas de résultat normal chaque 2 ans. C'est les recommandations de l'OMS pour le dépistage du cancer du sein. En arrivant au chapitre clinique, vous pouvez poser des questions, allez-y. C'est-à-dire qu'il doit être interprété par 2 médecins radiologues différents. Pour qu'un radiologue puisse faire un dépistage, il y a une condition que je ne voulais pas mettre pour ne pas trop encombrer le cours. C'est un radiologue qui doit avoir fait au minimum 10 000 échomammographies pour pouvoir passer un dépistage. C'est une condition. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un de vraiment expérimenté, parce que le dépistage de masse, c'est-à-dire si on fait des campagnes de dépistage, c'est des centaines d'échomammographies qu'on fait chaque jour. Donc pour interpréter une telle charge d'examen radiologique, il faut avoir vraiment du recul, sinon on passe à côté. Les circonstances de découverte des cancers du sein. Quelles sont les circonstances que vous connaissez d'après votre... C'est le motif le plus fréquent. C'est l'autopalpation d'un nodule mammaire. Autre circonstance de découverte. Oui, ça peut être un motif, mais les caractéristiques des tumeurs malignes, elles ne sont pas douloureuses, elles sont indolores. Mais parfois, on tombe sur des cancers douloureux, oui. Voilà, comme ça peut être une modification cutanée de la peau du sein, un écoulement mammaire spontané, ça on peut le découvrir au cours d'un dépistage tout simplement, ou bien carrément une mastite, c'est une inflammation de la glande mammaire, ou bien rarement au cours de l'exploration d'une adénopathie axillaire. L'examen clinique, qui peut nous décrire l'examen clinique du sein? L'examen clinique, mon prêtre sémiologique, 3e année. Interrogatoire alors. On commence par l'interrogatoire, puis l'examen physique. L'âge, le niveau socio-économique. Voilà, on commence par l'état civil. Le nom, prénom de la patiente, son âge, les antécédents personnels, les antécédents physiologiques, la ménarchie, l'âge de mariage, le nombre de grossesses, le nombre de parités, l'allaitement, contraception orale, zédo. Quel type d'antécédent? Un antécédent physiologique, mais ça ne m'accumule. Parce qu'elle est en activité génitale ou elle est ménopausée. Pardon? On a parlé le nombre de grossesses, le nombre de parités. G3, P3, ou la G4, P3, ou là, ça dépend. Alors, l'activité génitale, est-ce qu'elle est toujours en activité génitale ou elle est ménopausée? La date de la ménopause, ça fait combien? L'âge de la ménopause surtout. La contraception hormonale orale, le traitement hormonal substitutif de la ménopause, les inducteurs de l'ovulation en cas d'infertilité. Zéro. Les autres facteurs de risque. C'est difficile à quantifier dans un examen, d'une consultation de routine. Mais c'est bien de demander, oui.
Très bien. Intoxication alcoolo-tabagique. Lors de ma dernière consultation, je suis tombé sur une femme fumeuse, tout simplement. Je n'ai pas demandé pour l'alcool, pour être honnête, mais ça doit être le cas. Qu'est-ce qu'on cherche encore à l'interrogatoire? Généralement, c'est tout. Les antécédents pathologiques, personnels. Yak. HTA, diabète, les maladies chroniques. Les antécédents chirurgicaux. Parce qu'elle a été opérée pour une raison X ou Y. Les antécédents familiaux. De néoplasie. Les parents premiers, surtout les parents premier degré, deuxième degré. Les antécédents personnels de maladies mammaires, Benini ou Malini, est-ce qu'elle avait un cancer du sein il y a 30 ans, déclaré guéri, et là qu'elle fait une deuxième néo ou une récidive, on ne sait pas. À l'examen physique, passe par deux étapes. La première étape, souvent négligée, est l'inspection. D'abord, on doit mettre la patiente dans les bonnes conditions de l'examen. Elle doit être torse nu, c'est-à-dire la moitié supérieure du corps est mise à nu. On doit évaluer le volume des deux seins. S'il y a une asymétrie des deux seins, on doit le constater. On doit évaluer l'aspect du mamelon. Pardon? Oui, l'aspect de la peau. On doit constater également l'existence d'un écoulement spontané, parfois c'est le cas, l'existence de signes inflammatoires, rougeur, surtout augmentation du volume. Qu'est-ce qu'on cherche également à l'inspection? Non, c'est à la palpation. On ne peut pas voir une adénopathie sauf si elle est vraiment volumineuse. Voilà, on passe à la palpation. Vous avez examiné des seins au cours de votre stage en gynéco? Voilà. Hein? D'accord. La palpation. Il faut d'abord savoir que le sein est décrit anatomiquement en 4 cadrans. 2 cadrans supérieurs, 2 cadrans inférieurs. 2 cadrans internes, 2 cadrans externes. Donc on doit commencer par le côté malade ou sain. Non, on doit commencer par le côté malade. C'est une règle en sémiologie pour de commencer par le côté sain. Mais pour le sain, c'est différent. On doit commencer par le côté malade. On commence la palpation, les mains à plat, qui manquent, en écrasant la glande contre le grêle costal. On examine cadran par cadran. On commence par le cadran supéro-externe, supéro-interne, inféro-interne et inféro-externe. D'accord. Si on arrive à palper une masse, on doit la mesurer, prendre ses dimensions, préciser ses contours, est-ce qu'elles sont réguliers ou irréguliers, et voir évaluer sa fixité par rapport au plan superficiel, c'est-à-dire la peau, et sa fixité par rapport au plan profond. La fixité par rapport au plan superficiel, on fait bouger le nodule. Si la peau bouge avec, c'est qu'elle est fixée. Si la peau, si le nodule est vraiment libre de la peau, donc il n'est pas mobile par rapport au plan superficiel. Par rapport au plan profond, c'est un peu plus compliqué. On doit procéder à ce qu'on appelle une manœuvre de tuyau. D'accord. La manœuvre de tuyau vise à évaluer la fixité du plan du nodule tumoral par rapport au plan profond, c'est-à-dire la paroi thoracique. On demande à la patiente de lever son bras comme ça. Voilà, et on lui demande de le faire en abduction. Et on exerce une résistance musculaire à ce mouvement. Bien sûr, on laisse la patiente faire l'abduction de son bras. Si on constate que le nodule, en même temps on fait ça, on palpant le nodule. Si le nodule
est libre par rapport au plan profond, donc il ne va pas suivre les mouvements. Mais s'il suit les mouvements, c'est qu'il est fixé. D'accord? Vous avez compris la manœuvre du tuyau. Tuyau, c'est T-H-I-2-L-A-U-X. Là, vous allez la chercher plus tard sur YouTube et vous allez mieux comprendre. Bien sûr, on doit examiner également les deux creux axillaires à la recherche d'adénopathie. N'est-ce pas? La palpation de la glande se fait les mains à plat. Le creux axillaire, on le palpe, les mains encrochées, les doigts encrochés, c'est comme ça. Comme ça pour qu'on puisse dégager l'adénopathie du creux axillaire. Parfois elle est profonde et parfois, souvent elle est difficile à trouver. Cet examen doit être rapporté obligatoirement sur un schéma daté et qui rapporte les différentes lésions retrouvées. Si on trouve un seul nodule, on dessine les deux seins et on met le nodule, son siège, sa taille. S'il y a une décennie inflammatoire, on doit les mentionner en rouge. Et on doit également rapporter les différents caractères du nodule, surtout sa fixité par rapport au plan superficiel ou profond, parce que c'est important, très important, pour prendre la décision thérapeutique par la suite. D'ailleurs, c'est la base de la classification TNM, pour le T et le N également, avant de procéder à la chirurgie. On est bien d'accord. Vous arrivez à suivre. Vous arrivez à suivre ou bien... جماعة اللورا تبع واحد كرقت غلبت ماشي كيما انا معليش. Vous arrivez à suivre. Vous pouvez nous répéter l'examen clinique du sang. Allez-y. علاش؟ soit vous n'avez pas compris, soit vous n'étiez pas en train de suivre. Et pourquoi vous ne pouvez pas répéter? كتبتي ولا ما كتبتيش؟ D'accord. Très bien. Voilà les différents aspects qu'on peut observer lors de l'examen clinique. C'est vraiment flou. C'est pas très visible. Voilà, on peut observer. J'ai oublié de vous dire que l'examen des creux cisclaviculaires est systématique et obligatoire. Voilà, on peut observer un peu un simple nodule au prolongement axillaire. Bien, c'est une adénopathie cisclave, un changement de la peau avec un aspect inflammatoire, ou bien une surélévation de la glande mammaire, ou bien une voussure, un écoulement mammaire spontané unilatéral, eczéma persistant ou ulcération des mamelons, c'est également un signe qu'on peut observer. Épaississement ou durcissement de la peau, c'est l'aspect en peau d'orange. Masse palpable, le plus souvent c'est le cas, une petite masse palpable nodule du sein dans n'importe quelle région. Rétraction récente des mamelons, on peut l'observer également. Il faut demander dans ce cas à la patiente si c'est congénital ou si c'est d'apparition récente. Pardon. Ou bien on peut observer également une rougeur récente de la peau aux nouvelles veines plus visibles. Les examens complémentaires à demander. Le premier examen qui vous passe à l'esprit, c'est quoi? Échographie mammaire, qui doit être couplée à la mammographie. D'accord. Le premier examen, c'est la mammographie. C'est un examen de la glande mammaire par des rayons X. Elle doit être bilatérale et comparative et en double incidence. Incidence au minimum de 2 incidences. Au minimum. Les incidences standards utilisées lors du dépistage. Incidence face, incidence en oblique et externe. Incidence oblique externe, c'est pour explorer les creux axillaires.
parce que ça se trouve sur le bloc, le côté oblique externe du sein. La mammographie peut trouver une surdensité de la glande, peut trouver des microcalcifications, peut être normale, peut objectiver un épaississement de la peau. Différents résultats peuvent être retrouvés, mais elle doit être complétée systématiquement par l'échographie mammaire. Voilà la mammographie, le mammographe. Voilà, c'est un appareil vertical qui, durant l'examen, la glande mammaire elle est écrasée entre deux tables avec la source de rayon X qui se trouve en vertical par rapport à la glande mammaire. Voilà. Pardon. Différents résultats. On peut observer un nodule de contour irrégulier. Voilà. Des microcalcifications localisées. Pour dire que le nodule est suspect à la mammographie, il y a des critères radiologiques qui évoquent la malignité. Opacité contaminée stellaire, un contour spéculé, contenant des microcalcifications de taille inférieure à celle de la palpation. Pourquoi? Pourquoi la taille des nodules à la mammographie est inférieure à la taille du nodule à l'examen clinique? Salam. Vous n'étiez pas au courant qu'il y avait un cours, messieurs? D'accord. Parce que lors de l'examen clinique, on palpe la tumeur et les phénomènes inflammatoires qui sont autour. Donc la taille, elle est supérieure. Mais lors de la mammographie, le halo inflammatoire autour n'est pas visible. On peut observer également au cours de la mammographie des modifications cutanées au regard. L'échographie mammaire est un complément obligatoire de la mammographie. Elle a un intérêt particulier chez la femme jeune, dont l'exploration par la mammographie est difficile. L'exploration des seins de la femme jeune par mammographie est délicat et difficile vu la densité de la glande à cet âge. Donc, le complément échographique est obligatoire et parfois on a recours même à l'IRM mammaire. L'intérêt majeur de l'échographie mammaire, en plus de visualiser la tumeur et tout et de meilleure exploration, c'est qu'elle permet de faire des biopsies écho-guidées, des microbiopsies. Voilà, elle permet d'objectiver des lésions hypoéchogènes souvent, parfois hétérogènes, et permet également de faire des biopsies. Voilà, la ligne hyperéchogène horizontale que vous observez, c'est l'aiguille de la biopsie. Les critères échographiques évoquant la malignité, quand la tumeur elle est hypoéchogène, à contour irrégulier, avec un halo péritumoral et une cône d'ombre postérieure de grand axe perpendiculaire au plan cutané. Perpendiculaire au plan cutané, voilà. C'est le cas de cette image. Donc, on observe que la tumeur est verticale par rapport au plan cutané. Quand elle est horizontale, c'est plutôt bénin. C'est pas malin. Un autre examen plus sophistiqué et malheureusement moins accessible, c'est l'IRM mammaire, qui permet une analyse plus fine des seins. Elle garde des indications bien précises pour l'exploration du cancer du sein. Ce n'est pas un examen obligatoire et systématique devant tout cancer du sein. Indiqué en cas de tumeur palpable mais non visible à l'échomammographie. Indiqué également en cas d'un type histologique, ce qui s'appelle le carcinome lobulaire. C'est un type qui est caractérisé par la fréquence des formes bifocales ou bien bilatérales, c'est-à-dire multifocales, c'est-à-dire on peut observer sur le même sein plusieurs tumeurs
ou bien des formes carrément bilatérales, c'est-à-dire des cancers bilatéraux en cas de carcinome lobulaire. Ou bien en cas de l'exploration par échomammographie, mais l'exploration reste toujours incomplète et le radiologue n'arrive pas à trancher. Donc on a recours à l'IRM mammaire, c'est le cas en cas de sein dense. Cette exploration radiologique doit être classée selon la classification BIRADS de la CIR. La CIR, c'est l'American College of Radiology. C'est une classification établie pour évaluer le risque de malignité selon l'image radiologique observée. Ça va de la CIR 1, dont la mammographie est normale, à CIR 2, anomalie bénigne, ne nécessitant pas de surveillance ni examen complémentaire, c'est-à-dire l'aspect radiologique est certainement bénin. À CIR 3, anomalie probablement bénigne, pour lesquelles une surveillance à court terme est conseillée, c'est-à-dire aussi le radiologue trouve des lésions qu'il classe à CIR 3, il recommande une nouvelle échomammographie dans 3 à 6 mois qui venir pour ne pas passer à côté d'un cancer du sein. La CIR 4, anomalie indéterminée ou suspecte qui indique une vérification histologique. Là, la CIR 4, la microbiopsie est indiquée. Pour la CIR 5, anomalie évocatrice d'un cancer, c'est-à-dire le risque de malignité est vraiment très important et dépasse les 95%. Si le radiologue fait une échomammographie et il fait une biopsie avec examen extemporané, qu'il arrive à trancher, à diagnostiquer le cancer, l'examen est classé à CR6. Donc le cancer prouvé par examen histologique. Si le radiologue n'arrive pas à classer, bien il fait une mammographie, échomammographie et il trouve des seins denses qu'il n'arrive pas à objectiver des lésions qui sont cliniquement palpables, ou bien pour une autre raison il n'arrive pas se prononcer sur la classification, l'examen est classé en CR0 et d'autres examens doivent être faits pour bien classer la malade. L'examen ACR0, généralement quand on fait une mammographie seule ou bien une échographie seule, ou bien le radiologue pose indication d'une IRM mammaire, donc il y a d'autres examens qui doivent être faits pour classer. Donc l'examen est classé ACR0. Arrivons au chapitre ANAPAT. C'est un chapitre très important pour tous les cancers. D'ailleurs, vous avez des cours avec une spécialiste en la matière. Docteur Omeddor, c'est ça. Très bien. La preuve histologique des cancers du sein doit être obligatoirement obtenue par microbiopsie. Pas de biopsie exérase. Pas de biopsie exérase, pas de biopsie exérase. Parce que la microbiopsie est un examen sûr qui ne favorise pas la dissémination de la maladie. Par contre, la biopsie exérase, toutes les patientes que j'ai vues, elles avoisinent une vingtaine de patientes qui avaient fait une biopsie exérase. Elles développaient des métastases au cours des 6 mois après le geste. Donc c'est un geste qui est abandonné, qui est proscrit, qui est criminel. En 2021, des gens qui font une biopsie exérase d'un nodule du sein, c'est impardonnable. Donc la microbiopsie, j'insiste sur ça, parce que durant ma pratique, j'ai vu des catastrophes. Des patientes qui avaient fait des biopsies exérases et qui sont venues un mois après avec une mastite horrible. Voilà, différents types histologiques peuvent être observés. D'abord, l'examen histologique doit classer la maladie. Est-ce que c'est un carcinome in situ ou infiltrant? In situ, c'est-à-dire la tumeur n'infiltre pas la membrane basale. Infiltrant, c'est-à-dire qu'elle infiltre la membrane basale. Différents types histologiques peuvent être observés. Le canalaire ou qui est actuellement appelé le non spécifique, l'obulaire, le médulaire, le papillaire, le mucineux. Toutes sortes de types histologiques peuvent être observés dans le cancer du sein. L'examen histologique des cancers du sein, quand on est devant un cancer infiltrant, doit obligatoirement être suivi par un examen immunohistochimique. Parce que l'examen immunohistochimique fait partie du bilan diagnostic standard de tout cancer du sein.
on ne peut pas, on ne doit pas, il faut jamais traiter un cancer du sein sans avoir le profil immunohistochimique. C'est vraiment la base. Les récepteurs oestrogènes, récepteurs progestérone, surtout, l'HER2 ou bien le Human Epidermal Receptor 2. Le cas est 67. Mais il est primordial chez toute patiente qui a un cancer du sein d'avoir cette immunohistochimie. Parce que c'est ça la base de toute la stratégie thérapeutique avec l'examen clinique. D'ailleurs, pour le sein, on a deux classifications, classification TNM et classification moléculaire. On va voir par la suite. La classification moléculaire, elle est basée sur ça. Si vous arrivez à avoir une patiente qui se présente pour votre consultation et qui n'a pas d'immunohistochimie, n'hésitez pas à le demander. Que vous êtes généraliste, chirurgien, gynécologue, pathologiste, vous devez le faire vous-même. Il faut le faire chez toute patiente atteinte de cancer du sein. C'est très important. Une fois le diagnostic posé de cancer du sein ou tout autre cancer, l'étape suivante, logiquement, c'est le bilan d'extension. C'est logique. On a un cancer, on doit savoir est-ce qu'il est localisé ou bien il est métastatique diffus dans le corps. Ce bilan d'extension vise à rechercher des localisations secondaires, loco-régionales ou à distance. Il peut contenir une radio de thorax simple qui permet de visualiser des nodules pulmonaires supérieurs à 1 cm. Mais actuellement, on préfère le scanner thoracique parce qu'il a une meilleure sensibilité. Mais si on est dans une région où il n'y a pas vraiment de scanner accessible, on peut faire avec une radiothorax. L'échographie abdominale ou le scanner abdominal pour explorer la cavité abdominale et éliminer l'existence de métastases hépatiques, surrénaliennes, ganglionnaires ou autres. L'autre examen qu'on utilise souvent pour le bilan d'extension de cancer du sein, la scintigraphie osseuse. Vous connaissez le principe de la scintigraphie? Toute scintigraphie. Technetium pour la scintigraphie osseuse. On utilise le technetium 99. Et c'est le grand principe, c'est l'utilisation de produits radioactifs qui ont une affinité pour des organes bien précis. Pour l'os, on utilise le technetium 99 qui a une affinité pour l'os. Donc il va se fixer sur l'os. Une fois fixé, on prend des images par la gamma caméra. Une injection, généralement on injecte et après 5 minutes on prend les images par un appareil qu'on appelle gamma caméra et qui va nous visualiser des régions où il y a cette hyperfixation. Quand il y a une hyperfixation, c'est qu'il y a une métastase osseuse. On peut faire une scintigraphie rénale, scintigraphie myocardique. Plusieurs types de scintigraphie existent actuellement. La classification TNM, c'est quoi TNM? Le T, le N et le M. Vous. T, c'est quoi T? Tumor. N. Ah. Node. En anglais, c'est nodes. M, c'est métastasis. D'accord. Le T, c'est la tumeur primitive. Le N, c'est les ganglions loco-régionaux. Et le M, c'est les métastases à distance. Cette classification a été révisée 8 fois depuis l'année 1954, l'année de la publication de la première version de cette classification, qui était initialement réservée exclusivement à l'organisme français qui l'avait établi. Ensuite, c'est devenu une classification mondiale. C'est la référence par la classification de toutes les tumeurs. C'est la base de toutes les recommandations internationales pour la prise en charge des cancers solides. Bon, pour le cancer du sein, on peut classer la tumeur TX. Quand est-ce que? Quand on ne peut pas l'évaluer. C'est le cas de la biopsie exérase. Le chirurgien fait une exérase à ras de la tumeur.
Le pathologiste vous dit que j'ai examiné une tumeur de 2 cm, mais on ne peut pas dire que c'est une tumeur de 2 cm parce que c'est faux. C'est TX. C'est le cas en cas de tumeur de contour très irrégulier qu'on n'arrive pas à mesurer. On classe TX. Le T0, quand on n'arrive pas à voir la lésion primitive. Le TIS, c'est généralement histologique. C'est le carcinome in situ. L'acémie, c'est de type canalaire, parce que le carcinome lobulaire, autrefois également classé TIS, actuellement c'est plus considéré comme un cancer. Le carcinome lobulaire in situ n'est pas malin, paraît-il. Le TIS, maladie de Paget, sont lésions carcinomateuses in situ ou infiltrantes sous-jacentes. Quand la tumeur fait moins de 20 mm, 2 cm, elle est classée T1. On parle de T1 microscopique quand la lésion elle est inférieure à 1 mm. T1A quand elle est entre 1 mm et 5 mm. Le T1B quand c'est entre 5 mm et 10 mm. T1C quand c'est entre 10 mm et 20 mm. Le T2 quand c'est entre 20 mm et 50 mm. Le T3 quand c'est 50 supérieur à 50 mm. Supérieur à 50 mm sont la présence des critères de T4. Le T4, quelle que soit la taille tumorale, mais en cas d'extension à la paroi thoracique ou la peau, ulcération ou nodule de perméation, on classe la maladie comme T4. Le T4A, c'est l'extension à la paroi thoracique, à l'exclusion de l'atteinte isolée du muscle pectoral, qui n'est pas considéré comme T4. Le T4B, ulcération ou œdème ou peau d'orange ou nodule du pariétal macroscopique ipsilatéral séparé de la tumeur principale sans signe inflammatoire. Le T4C, quand la tumeur infiltre la peau et la paroi thoracique, c'est-à-dire entre le TA, T4A et T4B. Le T4D, c'est une entité particulière, c'est ce qu'on appelle un carcinome inflammatoire. Quand les signes inflammatoires occupent plus du tiers du volume mammaire et quand leur évolution remonte à moins de 6 mois. Parce qu'au-delà de 6 mois, on parle de forme négligée. Quand la femme a un nodule qui date de 3 ans et qui arrive avec une masse en chou-fleur qui infiltre toute la paroi thoracique, toute la peau, toute la catastrophe, on ne parle pas de T4D mais de T4C. Parce que le sein inflammatoire, c'est une entité vraiment très particulière. Dans beaucoup de recherches actuelles sur ce volet, beaucoup de recherches se font sur ça actuellement. Le deuxième critère de classification TNM, c'est le N, c'est-à-dire le statut ganglionnaire loco-régional. Les adénopathies à distance sont classées comme métastatiques. Le NX, le statut ganglionnaire ne peut pas être évalué. Le N0, absence d'infiltration ganglionnaire. Le N1, ganglion axillaire homolatéral mobile. N2, le N2A, c'est ganglion axillaire homolatéral fixé, soit à la peau ou au plan profond. Le N2B, c'est ganglion mammaire interne qui ne peuvent pas être palpés, qui sont visibles à l'échomammographie. Mammaire interne en absence de ganglion axillaire homolatéraux. Quand on a un ganglion mammaire interne et qu'on n'a pas de ganglion axillaire, on est devant un tumeur N2B. Le N3, N3A, c'est ganglion sous-claviculaire. Sous-claviculaire, non, le ganglion de Troisier, c'est le ganglion 6 claviculaire du tumeur digestive, pas le sein. Sous-axillaire, le ganglion sous-axillaire, c'est le creux axillaire anatomiquement est divisé en 3 étages. C'est des détails anatomiques. L'étage 1 et 2, on parle de N1.
troisième étage, c'est-à-dire l'étage supérieur, on parle de N3, ou bien les ganglions sous-claviculaires, avec ou sans ganglions axillaires homolatéraux. Le N3B, ganglion mammaire interne avec ganglions axillaires homolatéraux. Le N3C, c'est les ganglions sus-claviculaires homolatéraux. N3C. Métastase à distance, d'après le bilan d'extension. Si on n'a pas de bilan d'extension, on classe la malade MX. Si on a un bilan d'extension exhaustif, c'est-à-dire complet, et qu'on est sûr qu'on n'a pas de métastase à distance, on classe la malade M0, absence de localisation secondaire à distance. Si on objective des métastases à distance, on parle de MA. Cette classification est regroupée par stade. La classification TNM, le T, le N et le N, elle est établie par l'organisme qu'on appelle l'UICC, Union internationale contre le cancer. Le regroupement pronostic par les stades est établi par l'American Joint Committee of Cancer. American Joint Committee of Cancer. La dernière version, c'est la 8e version de 2017. Ça parle de stade 0, TESN0, M0, jusqu'au stade 3C, où le TK, c'est un T4 avec N3, 3B ou 3C. Le stade 4, c'est le stade métastatique. Les différents diagnostics différentiels qu'on doit éliminer devant toute suspicion de cancer du sein, devant un nodule du sein, quels sont les diagnostics que vous devez évoquer? Oui. Kyste mammaire, radiologiquement, c'est des contours bien réguliers à contenu échogène, homogène. Et qui n'est pas généralement évolutif, sauf s'il est surinfecté. Les tumeurs mammaires bénignes, le plus fréquent c'est l'adénofibrome, le kyste, les tumeurs phyllodes mammaires, les pommes, papillomes, amartome. C'est quoi le amartome? Amartome, c'est une glande à l'intérieur de la glande. C'est-à-dire, voilà le sein, ça. Il y a un petit sein à l'intérieur. C'est-à-dire, on parle pour un objectif comme si un tissu mammaire à l'intérieur. C'est pas un nodule, c'est cliniquement, quand vous avez l'expérience, c'est une consistance vraiment très particulière. Cytostiatonécrose post-traumatique. Bien sûr, ces diagnostics ne sont pas exclusifs. Vous pouvez trouver d'autres diagnostics d'un nodule du sein. Devant une mastite, c'est une inflammation. C'est une inflammation. Devant toute inflammation, trois grandes causes doivent être recherchées. L'infection, l'inflammation, le cancer. Quand elle n'a pas de troisième année. Je fais tout, je fais touche. Une mastite aiguë infectieuse, infection à germes banaux, bien lymphangite, abcès du sein. On peut être devant une thrombophlébite mammaire. Devant une mastite chronique, des infections spécifiques, tuberculose, syphilis, autres germes. Mastite plasmocytaire, mastite à plasmocyte. La phase aiguë, on est devant une mastite inflammatoire. À la phase chronique, on est devant des seins involués avec multiples calcifications galactophoriques. La mastite granulomateuse, c'est ce qu'on appelle la mastite inflammatoire, caractérisée par un granulome tuberculoïde sans calcification. Devant un écoulement mammaire unilatéral, le premier diagnostic qui doit vous passer à l'esprit, c'est l'ectasie canalaire. Chez une patiente qui a allaité récemment, ou bien qui allait encore, et qui vient pour un écoulement unilatéral, douloureux, et il faut penser à une ectasie canalaire. Il ne faut pas alarmer la patiente en lui disant que probablement vous avez un cancer, alors que ce n'est pas le cas. Le papillome intracanalaire, qui sont des lésions, généralement des lésions bénignes qui peuvent dégénérer en lésions in situ, très rarement infiltrants. Bien les galactophorites,
Une galactophorite qui est une inflammation des canaux galactophoriques. Devant une rétraction mamelonnaire, on peut penser à la maladie de Mondor, qui est une phlébite superficielle de la paroi thoracique, ou bien l'ombilication congénitale des mamelons, souvent bilatérale, mais qui peut être unilatérale, d'où l'intérêt de l'interrogatoire. Quand on observe une rétraction des mamelons, il faut tout simplement dire à la patiente, est-ce que c'est récent ou bien c'est congénital? Si c'est congénital, elle ne serait pas alarmée. Le traitement. Le cancer du sein, comme la plupart des cancers actuellement, est devenu une maladie chronique. Donc, qu'on peut déclarer guéri après 20 ans d'évolution sans récidive. D'accord? C'est ce qui est retenu consensuellement entre les experts. Après 20 ans d'évolution, sans complications, on déclare la malade guérie. Donc le but, c'est d'obtenir cette guérison. Ou bien la survie la plus complète et la plus longue possible avec les différents traitements qu'on va voir tout à l'heure. Ou bien dans les phases avancées métastatiques, on doit penser à offrir la meilleure qualité de vie pour la patiente. On ne doit pas laisser la patiente souffrir des complications de la maladie et des complications du traitement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la chirurgie, c'est la base du traitement. On a deux types de chirurgie pour le cancer du sein. Radicale, c'est-à-dire une mastectomie, ou conservatrice, c'est-à-dire on fait l'ablation de la tumeur avec l'entourage de, bien évidemment, selon des règles bien codifiées et bien établies. Et la décision doit passer obligatoirement par une RCP, qui est une réunion de concertation pluridisciplinaire. Il est interdit de prendre la décision thérapeutique pour un cancer du sein seul. Cette chirurgie elle est conditionnée par le volume mammaire et la taille tumorale et le rapport entre les deux. Si on est devant une femme avec de gros seins, avec un petit nodule, le chirurgien peut facilement faire un traitement conservateur. Mais si on est devant une femme avec de petits seins et de petits volumes, même le volume, si le volume tumoral est petit, le chirurgien va être techniquement gêné pour faire un traitement conservateur. Parfois, elle est préparée par une chimiothérapie néoadjuvante. Néoadjuvante, c'est-à-dire avant le geste opératoire. On doit discuter de concept de base de résection. La base de résection, c'est la distance entre la dernière cellule tumorale et la marge de résection. Je dis comment. C'est irrespectueux, Allah. La base de résection, elle est calculée par le pathologiste. Il calcule la distance entre la dernière cellule tumorale qu'il observe au microscope et la base de résection chirurgicale. C'est ce qu'on appelle la base de résection. Cette base de résection peut être de 1 mm et c'est suffisant pour une mastectomie, mais pour un traitement conservateur, elle ne doit pas être inférieure à 3 mm, voire 5 mm pour certains experts. Là, on va passer parce que c'est très invisible. Le traitement conservateur, il est conditionné principalement par le rapport, comme je vous ai dit tout à l'heure, le volume tumoral et le volume mammaire. Différentes techniques sont possibles. Tumérectomie, quadrectomie, zonectomie. Le principe est le même. C'est le rapport volume tumoral et volume mammaire qui va déterminer le geste que le chirurgien va pratiquer. La différence entre ces techniques est le volume du sein qui sera enlevé, mais le principe est le même. Mais ce traitement doit obligatoirement précédé par une IRM mammaire. À la dernière ACP, le chirurgien a fait un traitement conservateur sur la base d'une simple échomammographie. Alors, on n'a pas de surprise, deux foyers tumoraux. C'est pour ça qu'il faut obligatoirement faire une IRM pour éliminer l'existence d'un autre foyer
qui va changer radicalement la démarche thérapeutique. Cette patiente dont je vous parle, elle est âgée de 39 ans. Imaginez qu'elle a subi une tumorectomie et que le chirurgien va lui annoncer encore qu'on va faire une mastectomie. Obligé. Parce qu'il y a un foyer tumoral qui a été touché lors de la tumorectomie. C'est vraiment du n'importe quoi de faire un traitement conservateur sans faire une IRA mammaire. Si la patiente, si vous êtes un jour chirurgien ou chirurgienne, et la patiente vous dit que j'ai pas les moyens de faire une IRA mammaire, vous lui répondez, je ne peux pas vous faire un traitement conservateur. C'est clair, c'est obligatoire. Sinon, elle va vous attaquer par la suite. Croyez-moi. Voilà. Une patiente chez qui on a pratiqué un traitement conservateur pour un nodule rétromamelonnaire. C'est des techniques qui ne sont pas pratiquées. Cette technique n'est pas pratiquée par tout le monde. C'est vraiment des chirurgiens qui sont expérimentés qui peuvent faire ça. Le curage axillaire et le ganglion sentinelle. Est-ce que vous savez c'est quoi le ganglion sentinelle? Non. Le ganglion sentinelle vise à identifier le premier relais ganglionnaire de la tumeur. C'est-à-dire, on injecte un produit radioactif, intratumoral ou intra-aréolaire. Et on fait une imagerie standard pour identifier le premier relais ganglionnaire. C'est-à-dire le premier ganglion qui va prendre cette radioactivité, c'est le premier relais. C'est-à-dire la tumeur est drainée par ce ganglion. On le prélève, généralement on prélève 2 ganglions. Et on fait une analyse extemporanée, c'est-à-dire un examen anatomopathologique tout de suite, sur place, dans le bloc opératoire. Si le pathologiste vous répond que le ganglion est infiltré, on passe au curage axillaire. Si le pathologiste vous répond que le ganglion n'est pas infiltré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infiltration ganglionnaire à distance, donc ce n'est pas la peine de compléter par un curage axillaire. Le curage axillaire est un geste très lourd et pourvoyeur de beaucoup de complications. On va voir tout à l'heure. Voilà. Le curage axillaire permet d'évaluer l'infiltration des ganglions lymphatiques concernant les étages 1 et 2 de Berg, dont on avait parlé tout à l'heure. L'étage 3 n'est pas concerné par le curage. D'accord. Un minimum de 10 ganglions doivent être prélevés pour qu'ils soient suffisants. C'est la moyenne des ganglions présents dans les étages 1 et 2. La technique des ganglions sentinelles, voilà, c'est un repérage des premiers relais ganglionnaires de la tumeur, prélèvement de 2 ganglions de ce relais avec analyse histologique extemporanée. Si le ganglion sentinelle n'est pas infiltré, le curage axillaire est évité. Donc la patiente subira juste une mastectomie avec ganglion sentinelle. Voilà le creux axillaire lors de l'exploration opératoire. L'exéras du ganglion sentinelle. Après le geste, le traitement chirurgical, l'autre traitement loco-régional, c'est la radiothérapie. C'est l'irradiation du site mastectomie ou le sein restant avec le tumoral avec des rayons X. L'irradiation du creux axillaire est systématique. Si le creux est infiltré, il est inclus dans le champ d'irradiation. La dose totale administrée est entre 50 à 60 grammes. Après les traitements loco-régionaux, on passe à la chimiothérapie, qui est un traitement systémique administré par voie intraveineuse, a un effet cytotoxique sur les cellules cancéreuses, peut être indiqué en situation adjuvante
adjuvante, c'est-à-dire après la chirurgie. C'est un complément. C'est pas un traitement en lui-même, mais un complément au traitement chirurgical. La chimiothérapie adjuvante vise à lutter contre ce qu'on appelle maladie micrométastatique. C'est-à-dire, si la tumeur a commencé à envoyer des cellules tumorales un peu partout, ou bien lors de la chirurgie, il y a des cellules tumorales qui sont passées un peu partout dans le corps, la chimiothérapie vise à tuer ces cellules cancéreuses et éviter réduire le risque de récidive par la suite. Ou bien néo-adjuvante. Actuellement, on tend beaucoup plus vers le néo-adjuvant avant la chirurgie pour rendre celle-ci plus facile et plus carcinologique. C'est-à-dire, on va préparer le terrain pour le chirurgien pour qu'il puisse faire son travail dans de bonnes conditions. En phase métastatique, permet d'améliorer la survie des patientes et leur qualité de vie. Bien sûr, si on laisse les patients sans traitement, c'est-à-dire qu'elles vont progresser très rapidement et qu'elles vont développer des complications et décéder dans les 2-3 mois qui suivent le diagnostic. Pour la chimiothérapie des cancers du sein, il y a deux familles de cytotoxiques qui ont vraiment révolutionné le pronostic des cancers du sein. C'est les anthracyclines. L'anthracycline, nous avons deux molécules, la doxorubicine et l'hyperubicine. Et les taxanes également, nous avons deux molécules, le docetaxel et le paclitaxel. C'est les molécules principales pour le traitement des cancers du sein, quelle que soit la situation, adjuvante, néo-adjuvante ou métastatique. Elle représente la pierre angulaire des protocoles de chimiothérapie, adjuvante ou néo-adjuvante, une gestion optimale des effets secondaires, bien sûr évidemment, sinon les patients peuvent décéder même des complications de la chimiothérapie, doit impérativement être associée à l'administration de ces médicaments pour réduire la morbidité associée à leur utilisation. C'est pour ça que la chimiothérapie ne peut pas être effectuée par n'importe qui. Elle doit être effectuée au moins sous l'encadrement d'un médecin spécialiste en oncologie médicale au minimum pour qu'on puisse gérer ces effets secondaires. Et d'ailleurs même les modalités d'administration sont très bien codifiées. La dilution, la durée de la perfusion, la prémédication, tout ça c'est des détails que seul l'oncologue peut maîtriser et gérer. Un autre traitement très important, c'est l'hormonothérapie pour le cancer du sein, indiqué en situation adjuvante, c'est-à-dire après la chirurgie, après le traitement chirurgical en cas de tumeur exprimant les récepteurs hormonaux. Et là, vous voyez qu'on revient à l'immunohistochimie. Très bien. Si on n'a pas de statut immunohistochimie, on ne peut pas donner une hormonothérapie. Si la patiente exprime les récepteurs hormonaux et qu'on ne le sait pas, on ne peut pas le traiter. Si elle exprime les récepteurs hormonaux et qu'on ne donne pas de traitement hormonal, elle va récidiver. Parce que les récepteurs hormonaux, sur le plan biologie moléculaire, c'est des récepteurs qui favorisent la prolifération cellulaire. Si on les bloque, c'est-à-dire on va bloquer la prolifération cellulaire. Peut être utilisé en phase métastatique chez les patientes exprimant toujours les récepteurs hormonaux. 3 familles de médicaments existent. Les anti-œstrogènes, nous avons le tamoxifène et le fulvestrant. Les anti-aromatases non stéroïdiens, nous avons 2 molécules, le létrozole et l'anastrozole. Et les anti-aromatases stéroïdiens, c'est l'exemestane. La durée en situation adjuvante est 5 ans. 5 ans de traitement. C'est des comprimés à prendre chaque jour, un comprimé par jour. Pour le fulvestrant, il est indiqué uniquement en phase métastatique. Voilà le tableau des différentes molécules de l'hormonothérapie, le tamoxifène, le fulvestrant. Le tamoxifène qui existe sous forme de comprimés de 20 et de 10 et de 20 mg. La dose est de 20 mg par jour. Les effets secondaires, une hyperplasie de l'endomètre, accident thromboembolique. On doit faire obligatoirement une échographie endovaginale ou bien une échographie abdominopelvienne pour éliminer déjà une hyperplasie préexistante. Si la patiente a une hyperplasie endométriale déjà préexistante et qu'on l'a mise sous tamoxifène, on expose à un risque de cancer de l'endomètre. Le fulvestrant,
Son principal effet secondaire, c'est les douleurs du site d'injection, parce que les injections intramusculaires chaque 28 jours. L'anastrozole, c'est des comprimés de 1 mg, 1 mg par jour. Avec le létrozole, c'est des comprimés de 2,5 mg. Et l'exemestane, c'est des comprimés de 25 mg. Les trois partagent pratiquement les mêmes effets secondaires. Les accidents thromboemboliques, ostéopénie et dyslipidémie. C'est la raison pour laquelle on fait un bilan préthérapeutique à base de densitométrie osseuse pour évaluer le risque fracturaire. Un bilan lipidique pour évaluer le statut lipidique de la patiente, surtout en cas d'antécédents familiaux de dyslipidémie. Donc si on diagnostique une dyslipidémie chez la patiente, on a mis tout simplement ce traitement et on commence le traitement hormonal. Arrivons aux thérapies ciblées. Les thérapies dites ciblées, ce sont des thérapies qui ciblent des molécules spécifiques sur les cellules tumorales. Ces récepteurs ne peuvent être objectivés que par l'examen immunohistochimique. On revient encore à l'immunohistochimie. l'HER2. Voilà, l'anti-HER2, le traitement miracle des cancers du sein, c'est le trastuzumab, qui avait révolutionné le pronostic des patientes HER2 positif, c'est-à-dire qui expriment l'HER. Avant la découverte de cet anticorps, les praticiens ont constaté qu'il y a des patientes suivies pour cancer du sein dont le pronostic est bon. Elles survivent jusqu'à 5-10 ans, même en phase métastatique. Alors que d'autres non. On s'est posé la question pourquoi cette différence? Et les gens qui travaillent, qui cherchent et qui veulent comprendre se sont mis à analyser les tissus histologiques de ces patientes. Et se sont arrivés à trouver la différence entre ces patientes. C'est que ces patientes qui avaient mauvais pronostic exprimaient HER2. HER2 qui est un facteur très important de la prolifération cellulaire. C'est-à-dire quand il est présent, il accélère la prolifération de cellules cancéreuses très rapidement. C'est-à-dire c'est un facteur de mauvais pronostic. Bien sûr, quand on avait découvert l'HER2, on découvre avec lui le traitement qui va avec, c'est le trastuzumab, ou bien l'herceptine. Dès l'administration de ce médicament, le pronostic de ces patientes a radicalement changé. C'est-à-dire, les canaux mauvais pronostic qui décèdent rapidement, elles ont rejoint les patientes HER2 négatifs grâce à la destruction de cet anticorps par le trastuzumab quand il est bloqué et en même temps il est détruit. Autre thérapie ciblée, le trastuzumab a été découvert en 2009. Autres thérapies ciblées ont été récemment anti-HER2 découvertes, le pertuzumab et le TDM1. Mais en Algérie, malheureusement, on n'a pas le pertuzumab qui fait avec le trastu un couple très important. C'est-à-dire actuellement en situation adjuvante, néo-adjuvante ou métastatique, le trastuzumab est associé au pertuzumab. Le TDM1, c'est le trastuzumab avec de la chimiothérapie. Autres thérapies ciblées ont été également développées pour le cancer du sein, pas forcément HER2, mais un Rh positif HER2 négatif, c'est le cas de l'évirolémis qui bloque la voie mTOR, comme le trastu bloque la voie HER. L'évirolémis, ce médicament, bloque la voie de prolifération cellulaire qui s'appelle la voie mTOR. Le palbociclib ou bien le ribociclib, et récemment d'autres médicaments de cette famille, bloquent la voie des CDK. Et l'olaparib qui bloque la voie des PARP. Les indications. Comme je l'ai dit et je l'ai redit, le traitement du cancer du sein doit obligatoirement passer par une réunion de concertation pluridisciplinaire qui regroupe un chirurgien sénologue, un radiologue, un oncologue médical, oncologue radiothérapeute et pathologiste. C'est 5 spécialistes pour décider. Chez واحد في الكابيني décider. C'est faux. Quel que soit son niveau, quelle que soit son expérience, quel que soit son statut. Prof ou le prof, il ne peut pas décider seul. C'est faux. Même s'il a raison, il a tort. Il ne faut pas décider seul.
D'accord. Attention à traiter les patients atteints de cancer seuls. Il ne faut jamais faire ça. Généralement, les principes généraux du traitement, dans les stades 1, 2, 3, c'est des stades localisés. Soit on fait une chirurgie suivie de chimiothérapie adjuvante, suivie de radiothérapie plus hormonothérapie, ou bien on peut inverser une chimiothérapie néo-adjuvante plus chirurgie plus radiothérapie plus hormonothérapie. Dans les stades 4, c'est le traitement médical, soit chimiothérapie ou hormonothérapie, plus ou moins thérapie ciblée selon les indications. Si la patiente est HER2 positif, on peut utiliser les anti-HER. Si la patiente est RH positif, on peut utiliser de l'hormonothérapie en phase métastatique. L'hormonothérapie, c'est une thérapie ciblée, pour vous dire. D'accord? C'est le même principe, oui. Ça doit passer par une RCP. Il y a des situations, oui, on fait. J'ai 2 patientes récemment, des patientes avec métastase hépatique unique. C'est pas recommandé, mais je les ai présentées à la RCP et elles vont recevoir du traitement de la chirurgie mammaire, la chirurgie hépatique. Quand on a un seul site métastatique, bien quand on a des métastases osseuses, chez les patientes qui expriment les récepteurs hormonaux, c'est-à-dire elles sont d'évolution très lente. Donc on peut proposer, après un traitement néoadjuvant, on peut proposer une chirurgie, voire même radiothérapie. On l'a fait pour plein de patientes. Mais ça doit toujours passer par la RCP. C'est le tout intérêt de cette RCP parce que c'est vrai, il y a des recommandations standards des sociétés savantes internationales et même nationales, mais il y a des situations où on peut sortir des standards. Parce que la chirurgie des métastases hépatiques du cancer du sein n'est pas recommandée. Mais on le fait pour avoir de l'expérience et du recul, pour voir l'influence de cette chirurgie sur le pronostic. Surtout quand il s'agit d'une seule métastase. On doit donner toutes les chances aux patientes. Ça dépend. Parce qu'après la chirurgie, on a un document important qui s'appelle l'anapath de la pièce opératoire. C'est-à-dire, quand on enlève la tumeur ou le sein, on va des rapports analyse histologique. Le pathologiste, quand on va examiner, il va nous rendre un compte rendu qui contient plein de détails. On va avoir la taille tumorale, la vraie taille tumorale. On va avoir la présence des emboles vasculaires, les engagements périnerveux, l'infiltration des T, ce qu'on appelle lymphocyte T infiltration. Voilà. T infiltration lymphocyte. Tumors infiltration lymphocyte, voilà. L'infiltration tumorale par les lymphocytes T. C'est un facteur pronostic également. L'infiltration ganglionnaire et l'infiltration de la peau. Voilà. Et la base de résection. Parfois, on est obligé de redresser la patiente chez le chirurgien pour reprise. Quand la bédière est insuffisante. Là, quand la peau elle est infiltrée, bien le mamelon est infiltré, dans ce cas, on doit redresser la patiente. Mais quand il y a des facteurs de risque, ce qu'on appelle des facteurs histopronostiques, oui, la chimiothérapie elle est indiquée. L'immunohistochimie a un rôle important pour l'indication de la chimiothérapie. Quand on est devant un HER2 positif, on est obligé de donner de la chimio. Obligatoire, même pour un tumeur de 0,5 cm. Les triples négatifs, qui ont une autre forme de mauvais pronostic, également, doivent obligatoirement recevoir de la chimiothérapie. C'est-à-dire, l'indication, elle est, je dirais pas codifiée, mais elle dépend de plusieurs paramètres. La surveillance des patients atteints de cancer du sein, après traitement chirurgical et loco-régional, la surveillance est basée sur l'examen clinique des seins plus l'examen général, les examens radiologiques, échomammographie, radiographie thoracique, échographie abdominale, les marqueurs tumoraux. Autrefois, oui, ils étaient recommandés durant la surveillance, mais actuellement non. Aucune société savante ne recommande l'utilisation des marqueurs tumoraux pour la surveillance. Parce qu'ils sont sujets, ils provoquent beaucoup de stress chez les patientes. Parfois, le CA15-3 can 2,5 alors que normalement ils sont supérieurs à 30 pour qu'on soit alarmé. Mais les patientes sont comme ça psychologiquement fragiles, donc il vaut mieux ne pas les déstabiliser davantage. Le rythme de cette surveillance est bien codifié. La période durant les 2 à 3 premières années, chaque 3 mois.
c'est-à-dire en surveillance rapprochée, parce que c'est la période durant laquelle les patients présentent le plus de récidives. Au-delà, si on arrive à dépasser cette période, on peut dire que la patiente a vraiment peu de risque de récidiver. Jusqu'à 5 ans, si on fait la surveillance chaque 6 mois. Au-delà de 5 ans, la surveillance elle est annuelle. Et bien sûr, ce rythme n'est pas un standard. On peut faire une surveillance beaucoup plus étroite chez les patientes qu'on juge qu'elles ont un risque plus important pour développer des récidives. C'est-à-dire si la patiente elle est classée T4, elle a reçu une chimiothérapie néoadjuvante, elle n'a pas répondu, elle n'a pas de infiltration ganglionnaire massive à la chimiothérapie, on ne peut pas la surveiller chaque 6 mois après 3 ans. C'est faux. On doit la surveiller de très près parce qu'elle va récidiver dans les années à venir, voire la première année généralement de récidive. Le pronostic est variable. Il dépend du profil moléculaire, du stade TNM et surtout de la qualité du geste opératoire. La chirurgie, c'est le premier facteur de risque de récidive. Si la patiente est opérée par un chirurgien qui ne maîtrise pas le geste, c'est foutu pour elle. Le stade 1, généralement, c'est plus de 95% de survie à 5 ans. Le stade 4, c'est moins de 10% des patientes qui survivent à 5 ans. Les conclusions, chacun tire les conclusions qui lui semblent bonnes, mais pour moi, il y a deux messages que je veux que vous reteniez. C'est l'intérêt de l'immunohistochimie et l'intérêt de la RCP. C'est 2 messages que vous devez retenir à la sortie de ce cours. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Pardon? Hein? Peut-être bilatéral. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a des formes. On a parlé du carcinome lobulaire qui a cette particularité qu'il peut être bilatéral. C'est pour ça qu'on fait une IRM mammaire systématique en cas de carcinome lobulaire. Même le carcinome canalaire peut être bilatéral. D'autres questions? À ton avis? Non. Tout simplement parce que le sein est collé à la paroi thoracique. Généralement, les côtes sont atteintes. C'est tout près. Une fois l'os est touché, le squelette c'est un ensemble qui est relié dans. Une fois l'os est touché, donc les métastases sont. La plupart des tumeurs qui sont dites ostéophiles sont des tumeurs qui se développent près de l'os. Le côlon est loin de l'os, il n'est pas ostéophile. Le rectum il est ostéophile. Il y a beaucoup de métastases osseuses durant le cancer du rectum. Le cancer de la prostate est ostéophile. Il y a le bassin juste à côté. Le mélanome, c'est la peau. La peau, c'est juste à côté de l'os. D'accord? La thyroïde. C'est la colonne vertébrale. Donc, vous ne réfléchissez pas trop. Alors, oui. C'est une question philosophique. Votre collègue pose la question, est-ce que le cancer du sein, c'est-à-dire gauche, peut récidiver dans le sein droit? On ne pourra jamais répondre à cette question pour la simple raison que, elle a posé la question tout à l'heure, est-ce que peut être bilatéral en même temps? Oui, ça existe le cancer du sein bilatéral, comme on ne peut pas dire est-ce que c'est une récidive ou un nouveau cancer. Il n'y a pas de moyen. À l'heure actuelle, il n'y aura pas de moyen pour dire est-ce que c'est le même cancer qui est revenu ou bien un nouveau cancer. Dans tous les cas, si on opère un cancer du sein droit, et dans les 3 ans par exemple, on est devant un cancer du sein gauche, on le classe, on le traite comme un nouveau cancer. C'est pas métastatique. Tant que c'est localisé le cancer le sein embarqué. Mais si il récidive dans le sang avec des sites métastatiques, on parle d'un nouveau cancer métastatique. D'accord, dans le classe TNM1. D'accord?
On le traite selon les recommandations. Mais pour dire est-ce que c'est un nouveau cancer ou c'est le même cancer qui est revenu, ça, on ne pourra jamais le savoir. Parce que même avec toutes les enquêtes génétiques, les empreintes génétiques utilisées actuellement, on n'arrive pas à répondre à cette question. On ne peut pas. Parce que la tumeur, en elle-même, elle est polymorphe. C'est-à-dire les cellules cancéreuses n'expriment pas le même ADN. Donc on ne pourra pas, dans la tumeur en elle-même, déjà elle est hétérogène. Et pour dire est-ce que c'est la même tumeur qui est revenue, c'est vraiment impossible. Donc on la traite selon nouvelle classification, on a classé, on la traité, c'est bon. J'espère que vous avez compris très bien. D'autres questions? Le plus touché, est-ce que le droit ou le gauche? Non, il n'y a pas de... Je ne comprends pas l'intérêt de cette question, mais il n'y a pas de statistiques dans ce sens. Et d'après mon expérience, il n'y a pas de différence. Parce que parfois, je me dis que voilà, c'est toutes les seins gauche, on va déjeuner à seins droit. C'est partagé équitablement. Mais ça n'a pas d'influence pronostique ou bien de... Sauf pour la radiothérapie sur le sein gauche, il y a le cœur qui est juste derrière. On doit faire attention. Sinon, on va toucher le corps et on va développer une insuffisance cardiaque très difficile à gérer. D'autres questions? D'autres questions? Vous connaissez le PET scan? Le PET scan. D'accord, parce que vos collègues de l'année passée m'ont posé la question. L'intérêt du PET scan dans le bilan d'extension. Oui, c'est l'un des intérêts. C'est quoi le PET scan d'abord? Allez-y. Vous devez avoir de l'expérience. Yak. Le PET scan, c'est un examen qui met la scintigraphie, mais qui est plus sophistiqué. C'est-à-dire, on fait l'injection du 18 FDG, fluoroglucose, et on fait les examens, c'est-à-dire examen topographique, c'est la tomographie par émission de positons, c'est-à-dire des coupes scanographiques qui sont munies d'une gamma caméra. C'est vraiment un examen très sophistiqué et qui est plus sensible, qui a un intérêt vraiment particulier pour les métastases ganglionnaires, comme l'a dit votre collègue, et surtout pour les nodules pulmonaires. Parce que parfois on est devant un nodule pulmonaire qu'on n'arrive pas à détecter. Est-ce que c'est un abcès, un nodule, un granulome inflammatoire? Donc le PET scan a un intérêt particulier pour ces lésions. Et également pour les lésions osseuses. Parce que la scintigraphie parfois parle de métastases osseuses, alors que cette hyperfixation elle est tout simplement dégénérative. Mais le PET scan a une meilleure sensibilité. Vous connaissez la mutation BRCA? BRCA 1 et 2. Le syndrome génétique du cancer du sein. C'est les questions que vous devrez se poser. Je vous les pose. Pardon? Oui. Prédisposition génétique, mais pas forcément ça peut être le cancer du sein, le cancer de l'ovaire, le cancer de l'endomètre, le cancer de l'estomac, le cancer des pancréas. 95 des cancers des pancréas, la mutation BRCA.